Voilà, c'est parfait. Ok, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je souhaiterais vous présenter mes excuses pour cette présentation en distanciel due à une activité archéologique de terrain complexe qui ne me permet pas d'être présent parmi vous pour ce beau colloque. Même chose pour mon collègue Alain Jacques, hein, qui, en tant que jeune retraité, voyage actuellement hors de l'Hexagone et m'a donc chargé de le représenter. Alors, l'érection du Palus Atrebatensis en comté par le roi de France Louis VIII en 1237 s'accompagne pour Arras du statut de capitale de comté d'Artois et confirme ainsi le privilège que la ville connaît depuis sa fondation à la charnière de l'an 0 de notre ère. Le XIIIe siècle est également celui pour Arras d'une apogée dans les domaines de la démographie, de l'économie, des arts et de la religion, avec des relations tissées auprès des plus grandes cours occidentales, mais également à travers un commerce compris entre Orient et Scandinavie. Parmi les productions arageoises exportées se trouve le textile, hein, qui est bien connu, les fameux arazis, mais également la goudale que le poète Guillaume Guillard signale à Paris en 1304. La consommation de bière au sens large du terme est attestée à Arras dans la Vita Vedastis de Jonas de Bobbio à partir du 7e siècle. À l'occasion d'un banquet avec le roi Clotaire chez un franc nommé Osinus, Saint-Va bénit 2 séries de vases remplis de cervoise et provoque la destruction, entre guillemets miraculeuse, des vases réservés aux païens par un simple signe de croix. La production arageoise en tant que telle n'est cependant attestée qu'à partir de 1119, par une charte du pape Calix II à Robert, alors évêque d'Arras, lui confirmant la possession sur la brasserie présente dans la ville, tandis que dans le dernier quart de ce même siècle, le cartulaire de Guimand indique que l'abbaye Saint-Va d'Arras perçoit un droit de cambage, c'est-à-dire une taxe liée au droit de construire une brasserie ou un fourneau, sur 9 brasseries présentes dans la ville. À partir de 1223, la législation encadrant la production et la vente de la cervoise apparaît avec la première mention d'une organisation incarnée par la gueude des Goudaliers. Nous sommes en 1323, ce qui peut paraître un petit peu tardif par rapport à d'autres villes voisines comme Douai, où ce type de corporation de métier a attesté dès 1250. Au même siècle, on a une augmentation de la documentation textuelle et on perçoit à partir de 1335 un premier texte encadrant les taxes concernant ce type de boisson et également les prix qui lui sont attribués. Enfin, à la fin de ce siècle se trouve le fameux Esvar des Goudaliers, c'est-à-dire l'édit des contrôleurs de la Goudale, qui est une ordonnance produite par le comte d'Artois, mais qui fait état d'une répétition d'un texte plus ancien, sans malheureusement l'identifier. Mais dans tous les cas, ce texte de 1394 est intéressant puisqu'il régit pour la première fois la qualité du produit. Et je reviendrai dessus très rapidement. Alors, concernant les recherches, l'activité brassicole arageoise apparaît importante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le nord de la France, donc plutôt une terre de bière que de vin. Et donc, cette boisson, la bière, fait partie des produits les plus taxés et représente avec le vin les 2 entrées principales financières pour les villes du Moyen Âge. Donc, le produit a généré une importante documentation dès l'époque, dès le XIVe siècle, qui était assez bien conservée pour Arras. Donc, autant pour encadrer sa production, sa vente que sa consommation, dans une optique de garantir un produit de qualité respectant les normes sanitaires strictes pour les consommateurs, mais également pour garantir la stabilité de son marché et une manne financière, du fait de son importance fiscale.
Ainsi, l'étude que je vais aujourd'hui vous présenter a pour base un important corpus documentaire qui est assez varié, puisqu'il se décline en des actes à la fois administratifs, financiers, judiciaires et notariés, ainsi que plusieurs plans dressés à l'époque moderne. Euh, Tout ça sera également mis en parallèle avec les données archéologiques. Pour autant, malgré cette importante documentation, ce n'est qu'en 1889 où l'érudit aragois Adolphe de Cardevac produit un premier essai intitulé La brasserie à Arras à travers les siècles. Cet ouvrage représente aujourd'hui un travail pionnier, bien qu'il soit dépassé sur de nombreux aspects, notamment grâce aux recherches qu'il peut y avoir sur cette boisson depuis quelques années. Mais pour autant, donc, malgré le côté pionnier du sujet, il n'y a pas eu d'émulation autour de la question avant 2022, où, en partenariat avec l'Office de tourisme du Grand Arras, le service archéologique de la ville d'Arras et des chercheurs indépendants ont produit le livre qui vous est présenté sur la droite, Arras, voyage en terre de bière. Où nous sommes sur un ouvrage grand public présentant l'importance patrimoniale de la brasserie et notamment le renouveau des microbrasseries dans l'Aragois. Mais il y a tout un travail scientifique remontant aux origines de la bière à Arras dans cet ouvrage. Donc vous l'aurez compris, le dossier reste à réouvrir et les diverses productions scientifiques mondiales depuis le début du XXe siècle permettent une relecture nouvelle de ce riche corpus qui se trouve additionné de données archéologiques issues de 3 opérations ayant mis au jour des structures brassicoles aragoises entre les XIVe et XVIIe siècles. Ainsi, nous disposons d'une somme d'informations permettant d'analyser l'activité brassicole en milieu civil et religieux à Arras, donc dans une fourchette chronologique s'étendant du XIIIe au XVIIIe siècle. Afin de traiter au mieux le sujet, nous aborderons dans un premier temps les différents breuvages fermentés produits à Arras, puis nous définirons les structures de production identifiées, pour terminer par une analyse comparative des données afin de dégager un modèle de brasserie. Dans les villes pré-industrielles, porter l'eau à ébullition avant de la consommer était bien souvent une nécessité du fait de pratiques sociales. Je pense notamment aux dépôts d'ordures ou de charognes jetés dans les rues ou directement dans la rivière, mais également à des activités artisanales polluantes, le textile et le travail du cuir pour les villes médiévales et principalement dans le nord de la France, puis l'activité papetière à l'époque moderne. Donc, toutes des activités humaines qui souillent abondamment les cours d'eau au cours du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Donc, en plus de la purifier, porter l'eau à ébullition permet de préparer des breuvages plus agréables au palais. Donc, animé par une envie naturelle de changement ou influencé par un produit importé d'une autre contrée qui pourrait lui procurer davantage de profits financiers, le brasseur change sa recette à plusieurs reprises au cours du Moyen-Âge, donnant ainsi lieu à toute une gamme de boissons fermentées qui, au Moyen-Âge, se regroupent sous l'appellation générique de boire bouilli, c'est-à-dire des boissons bouillies et fermentées. La communication que Charles Mériot a présentée lors du colloque Gambrinus et Clio tenu à Arras en 2019 identifie pour le premier Moyen-Âge 3 appellations. Donc, cerveza ou cervicia, la cervoise ou la bière, Siqueira, la bière ou le citre, et Humulo, le houblon. Les textes législatifs aragois du XIIIe siècle évoquent le seul terme de cervoise à partir de 1265. Ça serait une boisson légère faite à base de houblon, de blé ou d'escurgeon, selon un texte de 1420 produit à Arras. Rappelons, ça a déjà été fait depuis le début de ce colloque, les vertus aseptisantes et conservatrices du houblon qui ont été mises en lumière, notamment par Hildegard de Bingen, et qui, sous le duc Jean sans peur, donc le duc de Bourgogne au début du XVe siècle,
est une utilisation du houblon qui est imposée sur l'ensemble des territoires septentrionaux des ducs de Bourgogne, dont fait partie Arras. Donc vraiment, à partir de ce début du XVe siècle, on a des mentions de houblon de plus en plus présentes. Donc notre cervoise, qui est cette petite boisson légère, connaît une évolution au XVIe siècle avec une mention en 1589 de cervoise blanche, sans malheureusement préciser sa composition, mais qui paraît être opposée aux bières et aux boissons fortes, ce qui renforce encore une nouvelle fois le côté léger du degré d'alcool contenu dans ce breuvage. Au XIVe siècle est introduit le terme de goudal à partir de 1323. Donc, selon un essai de fabrication du siècle suivant, il s'agit d'une boisson plus forte que la cervoise qui est brassée cette fois-ci à base de grains qui malheureusement ne sont pas définis et qui emploient également le houblon. Le XVe siècle voit l'apparition du terme générique de boire bouilli, qui témoigne d'une multiplication des boissons bouillies et fermentées, que l'on retrouve effectivement à travers plusieurs appellations, comme le Brémar, à partir de 1420, qui est une bière forte, ou le Coqueplume en 1439, qui est une boisson fermentée à base d'avoine. Ces distinctions se retrouvent aussi à travers des corps de métier qui se distinguent entre cervoisier et goudalier à partir du XIVe siècle, puis au siècle suivant avec une appellation générique de brasseur. La fin du XVe siècle emploie également le terme de bière, à partir de 1492 pour Arras, qui peut être un peu tardif, puisqu'on le retrouve à Paris à partir de 1435 notamment. Et ce terme de bière va progressivement s'imposer au cours du XVIe et du XVIIe siècle. Et c'est un terme qui apparaît un peu générique et qui tend à simplifier les choses, puisque les breuvages vont se décliner en bière de Mars à partir de 1544, puis de bière forte en 1548, de petite bière en 1655 ou de double bière en 1663. Il apparaît donc que la bière de Mars serait l'appellation moderne, entre guillemets, du Briemar, évoquée à partir du XVe siècle, tandis que la forte bière ou double bière remplacerait l'appellation ancienne de Goudal, et que petite bière désignerait donc la cervoise. Donc après cette petite introduction, je vous propose de vous intéresser au contrôle des ingrédients, qui est une chose quand même assez importante. Donc à partir de 1355, nous disposons d'un texte produit par l'échevinage et qui veille à ce que tout goudalier et goudalière n'emploie que du blé pour brasser et non d'autres grains. Cette mesure est reprise en 1394 avec plus de détails, puisqu'on précise que le brasseur devra utiliser exclusivement de l'eau et du bon grain, sans ajouter d'autres mixtures. Donc c'est intéressant parce qu'on rentre dans le détail de textes qui sont connus par la fameuse ordonnance royale de France en 1495, ou encore par le décret de la pureté de la bière en Bavière en 1516, ou encore les édit de Douai de 1544. Donc vous voyez qu'à Arras, dès le XIVe siècle, on a eu la chance de garder ce type de texte qui est certes moins détaillé que les textes de la fin du XVe ou du XVIe siècle que je viens de citer, mais qui fait déjà mention de cette importance de la qualité du produit. Ce qui fera d'ailleurs la renommée des bières arageoises, comme je l'avais évoqué en introduction, qui seront exportées jusqu'à Paris et qui, au cours des siècles, seront toujours loués, notamment par Verlaine, qui reprendra à l'époque contemporaine, dans un de ses poèmes, des mentions de bière à Arras, pour vouer ses mérites. Donc revenons à l'époque qui nous intéresse, avec à la fin du XVe siècle, du XVIe siècle, excusez-moi, un texte arageois qui est une redite en fait de textes plus anciens, mais qui rentre dans le détail, et qui va plus loin en prohibant vraiment l'utilisation d'ingrédients nocifs tels que les herbes ou d'autres substances, pour vraiment ne privilégier que du grain et du houblon. Donc, afin de veiller à ces mesures destinées à assurer la salubrité du produit et l'approvisionnement de la boisson la plus consommée par les arageois,
Des contrôles sont menés à chaque étape de la production et de la vente. Donc, cette surveillance est exercée par des ESVAR, c'est-à-dire des contrôleurs assermentés, élus parmi les maîtres du métier. Ceux-ci sont accompagnés de sergents issus de l'autorité échevinale ou comtale. Donc, ces agents étaient en droit de délivrer des amendes à tout contrevenant, mais pouvaient également saisir et détruire les brassins jugés non conformes. Il était donc courant qu'un produit ne respectant pas le cahier des charges émis par les autorités soit déversé sur la voie publique afin que le plus grand nombre constate l'infamie du producteur ou du revendeur. Et en cas de répétition de l'infraction, celui-ci pouvait voir son droit d'exercer être suspendu jusqu'à une année complète. Alors, on va quitter un petit peu l'élément purement textuel pour s'intéresser un petit peu plus à une approche pluridisciplinaire, hein, où on va faire appel également à l'archéologie et surtout à une mise en perspective des données archéologiques et textuelles. Pourquoi? Parce que on va prendre pour exemple l'article que Lise Saussu et Arnaud Dujardin ont produit dans la revue Archéopage, dans le numéro consacré aux alcools. Et cet article portait sur les brasseries dans le nord de la France au Moyen-Âge. Et dedans, les auteurs évoquaient la difficulté d'associer une structure archéologique à une activité brassicole, excusez-moi, du fait qu'un four, qu'une cuve ou un moulin pouvaient aussi bien être associés à une activité de tannerie, de foulonnerie, de boulangerie qu'à une brasserie. Et donc, une recherche approfondie dans la littérature archéologique régionale conforte également ceci, puisque la production archéologique au nord de Paris, mais également en Belgique, évoque assez peu l'identification de brasseries en foule. À chaque fois, ce type d'identification, d'association d'une structure à une activité principale reste au stade d'une hypothèse. Pourquoi? Parce que justement, sur le terrain, on n'a pas suffisamment d'éléments permettant d'assurer cette interprétation. À Arras, une mention de 1476 témoigne de la pluriactivité des équipements, en indiquant notamment que le brasseur de la Houche Gilet utilise son moulin à broyer pour moudre 28 encodés de blé à destination de l'hôpital Saint-Jean. D'autre part, toujours à Arras, le travail que Laurent Coulon a mené dans les années 1990 sur les textes médiévaux a permis de caractériser deux sites, celui de Sainte-Agnès sur votre gauche et celui de la rue du Collège sur votre droite. Donc vous voyez, on est sur des sites présentant notamment des fours. Attendez, je vais mettre le petit stylet. Donc on est sur le premier site, donc on est en bordure d'enceinte, dans la paroisse Saint-Étienne, une paroisse assez rurale, où on a un bras canalisé de la rivière du Crinchon qui passe à travers de la parcelle, et vous pouvez voir de part et d'autre des structures en creux, hein, étant identifiées comme à la fois des fours et des cuves, et on a de grands espaces de cours qui prennent place de part et d'autre. Donc difficile d'interpréter ces données, mais grâce aux recherches de Laurent Coulon, on sait qu'au XIVe siècle, hein, qui est la datation de ces vestiges, le lieu était occupé par un artisan du textile. Donc on a pu vraiment rallier ces types de structures au textile. En revanche, pour la rue du Collège, donc on a un ensemble de sites, hein, qui va cette fois-ci du IVe siècle au XIIIe siècle, un ensemble de structures en creux, dont un four ici et un moulin là. Et toujours par difficulté d'association de ces équipements à une activité, mais toujours grâce à une recherche menée par Laurent Coulon dans les textes, on a pu déterminer que cette fois-ci, pour la rue du Collège, on avait affaire à une brasserie. En effet, les différentes structures identifiées par les investigations archéologiques et archivistiques, donc à la fois les textes et l'iconographie,
euh, sont assez complexes, hein, mais ça a déjà été évoqué depuis le début du colloque. Et là, je vous propose de revenir sur chacun des équipements liés à l'activité brassicole et de vous montrer la manière dont on a pu identifier et associer ces équipements à l'activité brassicole. Alors, tout d'abord, pour pouvoir produire de la bière, il faut des espaces de stockage, comme le grenier ou la grange, afin de pouvoir accueillir et stocker la matière première, mais également les combustibles. Donc, on est dans un espace clos pour pouvoir entreposer des céréales ou du bois. Euh, mais c'est pas évident à identifier, hein, sur le terrain, parce que généralement les structures ont bien été rasées. Les représentations graphiques laissent peu de vision de ce type de structure associée à une brasserie, et les textes ne sont pas toujours très loquaces, hein, sur le sujet. Néanmoins, si on s'intéresse à la législation concernant les incendies, on se rend compte que les brasseurs, les boulangers et les fourniers se voient interdire à plusieurs reprises au cours des 14e et 15e siècles à Arras la détention de bois destiné à l'activité du feu dans les greniers et dans les cours. Donc régulièrement, quasiment de manière annuelle, cette interdiction est répétée, surtout après l'incendie qui se produit dans la brasserie arageoise des Mésanges en 1497. Dans cette même optique, en 1779, les sœurs Clarisse s'opposent à la création d'une brasserie en face de leur couvent par peur d'un incendie, mais également ne voulant pas être incommodées, par les fumées liées à ce type de production. Alors justement, le modèle des Clarisses. Donc on retrouve ici le couvent, hein, situé le long de la rue Sainte-Claire et à l'angle de la rue de la Porte d'Amiens. On a la mention d'une brasserie de la Chevrette et on peut lire ici est la grange au bois de la brasserie de la Chevrette. Donc on sait, grâce à cette mention iconographique, que on pouvait entreposer du bois donc dans une cour, sous un appentis ou alors dans un bâtiment totalement fermé. Ce qui est d'ailleurs corroboré par différents textes. Donc ça fait partie un peu des dépendances associées à l'activité brassicole pour les périodes pré-industrielles. Donc parmi les autres dépendances arageoises associées aux brasseries, on a également le grenier et la grange, qui comptent parmi les mentions les plus récurrentes. Toutefois, ces structures peuvent aussi être interprétés comme des espaces liés à la germination, comme on retrouve ici une représentation de Diderot et d'Alembert, hein, sur la brasserie, puisqu'on est sur des espaces assez vastes, puisque pour le stockage, il faut quand même de la place. Et en termes archéologiques, c'est compliqué d'identifier les choses. Et de manière textuelle, il en va de même, puisque une grange peut, en fonction des différents propriétaires qu'on peut avoir une même parcelle, peut servir à stocker du bois, à stocker des céréales, peut accueillir des animaux de basse-cour. Donc c'est assez complexe. Mais on retrouve quand même ce modèle associé à la brasserie de manière assez récurrente. Donc le germoir est en soi un espace qui demande un sol propre et une surface suffisante pour pouvoir étaler et retourner les grains de manière assez facile. Donc, il faut que le lieu dispose également d'une température ambiante et d'un éclairage naturel. Or, il se trouve que la fouille de la rue d'Amiens illustre parfaitement cela en ayant mis au jour un bâtiment maçonné prenant place entre les 14e et 17e siècles. Donc, ce bâtiment fait 7,80 m de long pour 4,20 m de large et dispose d'un sol pavé de carreaux calcaires, ce que vous pouvez ici observer, premier plan. En outre, ce bâtiment dispose à 1,10 m au-dessus du niveau de sol de parois encore conservées, hein, comme on peut observer ici sur les côtés,
Et à 1,10 m, dans une des parois, se trouve une lucarne. Ce qui fait penser à une volonté d'aérer et d'éclairer à la fois le lieu. Et le bâtiment est également doté de 4 entrées, ici, là, là et là, dont une qui a été préservée présente quand même 1,60 m de hauteur à minima et 1,40 m de large. Donc, ce qui laisse sous-entendre une entrée suffisamment large pour pouvoir faire un transit de matériaux. Donc, pourquoi pas des grains qu'on aurait mis ici en germination. Donc ça, c'était le premier type de structure qui pouvait être associé à la brasserie. On va maintenant s'intéresser aux différents équipements qui interviennent dans le maltage, puisqu'il faut environ 5 litres d'eau pour produire 1 litre de bière. Donc l'activité brassicole est demandeuse de beaucoup d'eau. On a alors 2 modèles qui se dessinent. On a tout d'abord un approvisionnement en eau courante en prélevant directement dans la rivière, ce qui est à la fois attesté par l'iconographie. Donc, nous sommes ici au cœur de l'abbaye Saint-Vadaras, où on a notre fameux crinchon qui passe au pied de l'abbaye. Et que retrouve-t-on à côté, directement en voisinage immédiat? La brasserie. Cependant, on a également un puits qui est mentionné ici. Donc, il se peut que, en fonction des différentes étapes de confection de la bière, on ait utilisé soit de l'eau courante, soit de l'eau issue d'un puits. Ce qui n'est pas délirant, puisque certains auteurs à l'époque moderne recommandent justement pour certaines étapes de prendre soit l'un, soit l'autre. Les textes renforcent également cette position de prélèvement directement dans la rivière avec l'hôpital Saint-Jean, qui, dans un compte de travaux des années 1640, mentionne le crinchon également donnant directement sur la brasserie. Alors, pour le puits, on y a recours principalement lorsqu'on est éloigné d'une rivière, comme c'est le cas ici. Je vous présente 2 sites. Donc, tout d'abord, la brasserie de la Velette, donc, qui a été fouillée. Donc pour ceux qui connaissent Arras, on est vraiment aux abords de la Grand Place, c'est-à-dire sur le point le plus culminant de la vallée orientale du Crinchon. Donc, à la fouille, aucune activité brassicole n'a pu être déterminée. En revanche, c'est l'étude vraiment textuelle derrière, et notamment grâce à un travail important réalisé par Edmond Morel au début du XXe siècle, qui est une topographie de la ville à la fin du XIVe siècle, qui a permis d'identifier qu'on était vraiment dans le lieu. Et on a ce puits donc, qui a été retrouvé et qui peut être associé. Ce puits est d'autant plus intéressant puisqu'il est partagé entre 2 brasseries, le Velay et la brasserie des Couteaux à Pointe. D'autre part, ici, on est à l'époque moderne, donc on est sur le versant opposé, donc sur le versant oriental de la vallée du Crinchon, donc également éloigné du cours d'eau, donc on a également recours à un puits pour s'approvisionner en eau. Et on est ici dans un hôtel particulier, hein. Ça peut se voir également à ce pavage en grès assez beau. On est dans l'hôtel d'Ivernine, donc on serait en fait dans la brasserie d'un hôtel particulier qui occupait les lieux au XVIe et XVIIe siècle. Donc l'opération de maltage demande beaucoup d'eau, mais également la présence de cuves ou de baquets afin que la céréale trempe dans de l'eau pendant plusieurs heures, permettant ainsi la germination et son changement de couleur. Alors revenons ici rue d'Amiens, où ce type de cuve a pu également être mis au jour. Sur côté droit ici et côté gauche, vous voyez des cuves quand même assez imposantes. On est dans un autre état de brasserie, puisqu'on est ici à l'époque moderne, avec un nouveau sol, toujours bien, mais plutôt en briques. Alors, on a le premier baquet situé ici, qui est d'une forme quadrangulaire, réalisé en briques,
qui fait 3 mètres de long pour 1,80 m de large et 50 centimètres de profondeur. Tandis que le second est plus modeste avec 1,70 m de large, 80 centimètres de profondeur et 80 centimètres de large, 1,70 m de long, excusez-moi, et 30 centimètres de profondeur. Donc, ce qui correspond aussi aux critères hein, pour la germination, des cuves assez peu profondes où on peut remuer facilement et ensuite récupérer le grain. Alors, grâce à une demande de permis de construire de brasserie en date du 26 mars 1779, on a un descriptif de la brasserie qui est envisagée, un descriptif textuel, mais cette demande de permis de construire, comme une demande aujourd'hui, également est accompagnée de plans. Donc ici, c'est la même brasserie, mais avec deux plans différents. Donc un plan plutôt général, hein, je vous ai fait un zoom sur la partie qui nous intéresse, et un second plan où on a les dimensions qui apparaissent. Donc assez intéressant. Et donc ce plan nous montre la présence de cubes de trempage qui sont cette fois-ci de forme circulaire, non plus rectangulaire. Mais c'est pas gênant puisque sur cette illustration médiévale, et c'est tous, on retrouve ce type de cube circulaire, cette fois-ci en bois. Donc par chance, hein, cette demande de permis de construire s'accompagne de dimensions. Donc là, on est sur un diamètre de 12 pieds qui fait environ, au pied d'Arras, 3,50 m de diamètre. Vous voyez, une cuve quand même assez imposante. Donc le produit obtenu après trempage ou arrosage des grains et le malt qu'on vient mettre à sécher à l'air libre ou alors on sèche grâce à un four. Alors dès le XIIIe siècle, même un peu avant, on sèche les grains afin de stopper la germination et leur donner un goût, hein, les torréfier un peu, grâce à une aire, c'est-à-dire un tissu en crin de cheval qu'on vient de disposer au-dessus d'un four. À l'époque moderne, le système évolue, notamment à la fin du XVIIe siècle, avec l'apparition, excusez-moi, je fatigue un peu, du carreau de Touraille qui est breveté en Angleterre et qui se diffuse outre-Manche assez rapidement. Donc, je vous ai mis ici plusieurs exemples hein, qu'on retrouve à Hénin-Beaumont ou à Douai, donc à moins de 20 km d'Arras. Et ici, un modèle arageois qui était retrouvé en fouille en fin d'année dernière. Donc, c'est une dalle en terre cuite architecturale qui est percée pour pouvoir permettre à la chaleur de se diffuser. Donc, une dalle sur laquelle on vient disposer les grains. Donc, une nouvelle fois, le site de la rue d'Amiens est important puisque à partir du XIIIe siècle, il est mentionné comme étant le grenier du chapitre cathédral d'Arras. Donc, la fouille a en effet révélé la présence d'un four qui passait sous le mur oriental. Donc, vous voyez ici le four en cours de fouille, ici, après fouille. Donc, le four qui était condamné par la suite hein, avec ce sol postérieur au XIVe siècle. Donc, c'est intéressant puisque on a la mention sur cette parcelle d'une grange, d'un grenier, excusez-moi, à grains, et on a la présence de ce four. Donc, on peut se demander si ce four a servi à sécher les grains pour pouvoir les stocker, voire à sécher les grains pour les torréfier. On sait très bien qu'à l'époque, un four peut être multifonction, que l'activité brassicole est souvent à proximité des greniers de stockage de grains. Donc voilà, c'est une hypothèse que je pense qu'il ne faudrait pas rejeter. Donc on a peut-être déjà une première activité brassicole ici à partir du XIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, le second état, donc celui se situant entre les XIVe et XVIIe siècles, révèle à l'angle nord-ouest du site un nouveau four, ici. Donc ce four est à l'intérieur d'un bâtiment et il est attenant
à Hémicourt, avec ici la fosse, hein, la Landier. Donc, vous voyez un typique d'époque moderne, un four bien maçonné, confectionné en briques. Donc, il est en forme de fer à cheval, hein. Il présente un diamètre circulaire d'1,10 m pour une longueur de 80 cm. Et la sole est réalisée en pilettes posées à champ d'un gabarit de 15 à 18 cm de long pour 10 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Donc, l'élévation de la structure est confectionnée dans le même type de matériaux. Vraiment, ce côté terre-cuite architectural lié aux structures de combustion. Donc, l'aire d'eau chauffe, présentée ici, est une fosse rectangulaire d'1,20 m de long pour 1 mètre de large et 30 cm de profondeur conservée. Évidemment, à l'époque, ça devait être plus important. Donc, les parois et le fond présentent des traces de rubéfaction, ce qui atteste bien donc de l'utilisation de cette structure. Donc, l'hypothèse de l'abandon... Attends, excusez-moi, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, l'hypothèse d'abandon du four XIIIe siècle au profit d'un autre four entre les XIVe et XVIIe siècles est quelque chose de courant, puisque grâce à une opération archéologique menée dans la proche ville de Saint-Omer, on a pu observer l'évolution d'une brasserie entre les 15e et 18e siècles. Donc, à gauche, les structures liées à la brasserie du 15e siècle et à droite, entre les 16e et 18e siècle. Donc, on voit que le site fait l'objet d'une reconstruction partielle et qu'on décale les structures liées à l'activité brassicole, mais cette activité demeure durant ces 3 siècles. Donc, le fait que pour notre rue d'Amiens, on a un déplacement, un abandon du four, peut-être jugé trop petit, mal positionné pour une autre structure à partir du XIVe siècle, est tout à fait cohérent et renforce l'hypothèse déjà d'une activité brassicole dès le XIIIe siècle. Donc, autre étape dans l'activité brassicole, la mouture. Puisque après le maltage, on laisse le temps au concassage pour broyer le malt séché afin de le réduire en farine pour pouvoir l'infuser et permettre de libérer les enzymes et les sucres de l'amidon nécessaires aux étapes suivantes. Donc, que ce soit dans les textes des 12e, 15e siècles, sur les sites archéologiques de la rue du Collège au XIVe siècle ou de la rue d'Amiens entre les XIVe et XVIIe siècle, ainsi que dans l'iconographie du XVIe siècle, la présence du moulin est récurrente dans les brasseries aragoises. Donc, vous voyez ici, toujours le modèle abbatial de Saint-Va, la brasserie, le cours d'eau et le moulin à proximité. Pour la rue d'Amiens, ici à gauche, et la rue du Collège à droite, on a également la présence de moulins à manège qui ont pu être retrouvés. Donc, il présente des diamètres assez importants, puisque celui de la rue du Collège, donc compris entre les 13e et 14e siècles, fait 5 mètres de diamètre, donc celui de la rue d'Amiens fait 6,50 mètres. Donc voilà, la présence d'un espace sans doute de germination, de cuve, d'un four et maintenant d'un moulin et également d'un puits ici, renforce vraiment la véracité sur la présence d'une activité brassicole au sein de cette parcelle. Donc le malt concassé est ensuite mélangé avec de l'eau avant d'être chauffé et filtré, tandis que les drèches sont récupérées pour les animaux et que le mou est transféré dans une cuve dans laquelle on ajoute du houblon avant de porter le mélange à ébullition. Et ce mélange est donc dénommé brassin dans notre documentation. Donc pour les 14e et 15e siècles, on emploie un équipement pour réaliser donc, cette nouvelle étape. On emploie un équipement qui est dénommé vaisseau ou caudière, c'est-à-dire chaudière, afin de désigner les cuves métalliques que l'on chauffe. Grâce à une mention de 1569
Les deux chaudières employées dans la brasserie de l'hôtel Saint-Jean pèseraient chacune dans les 49 kilos, tandis que le chaudron qu'elles supportaient faisait quant à lui 6 kilos. Sur la demande de permis de construire précédemment évoquée, apparaissent deux chaudières. Souvenez-vous, on avait la cuve, maintenant on a les deux chaudières qui sont situées de part et d'autre d'un fourneau de 10 pieds de large, environ 2 mètres 97. Donc une des chaudières fait 2 mètres 67 de diamètre et l'autre 2 mètres 53. Vous voyez des dimensions assez proches. Et on a quelques mentions textuelles pour essentiellement le XVIIIe siècle de procès-verbaux de visites de brasserie donc par les fameux esbars évoqués précédemment. Et ce corpus du XVIIIe siècle nous fait apparaître différents types de cuves. Donc on a tout d'abord la cuve, le terme générique qui aurait pour contenance entre 40 et 85 tonneaux. Donc, un tonneau fait environ 52 pots. Alors, malheureusement, le pot, j'ai pas le référentiel pour vous donner une indication. Donc, on a à la fois des cuves qui sont mentionnées au cours de ces visites et des cuviers, donc qui semblent être de plus petites cuves puisque leur contenance n'est que de 8 tonneaux. Néanmoins, ces cuves sont utilisées sur ces fameuses chaudières qui sont également représentés chez Diderot et d'Alembert et on connaît déjà dès l'époque médiévale. Donc on voit également que le process de fabrication évolue assez peu entre l'époque médiévale et la fin de l'époque moderne. Les gestes également sont ancestraux puisque le brassin est mélangé à l'aide d'un jet ou comme le disent les sources arageoises, un chaudron à manche. Par chance, la fouille de la rue d'Amiens a permis de mettre au jour dans l'alandier du four entre les 14e et 17e siècle ce type de céramique présentant un manche creux. Donc ce manche creux aurait pu recevoir un bâton, comme on peut observer ici ou ici, et donc servir à notre étape de brassage. Donc, on l'a retrouvé en céramique. Il est représenté ici sur l'iconographie en bois. Il est chez Diderot en métal et les sources textuelles des 16e, 17e siècle font également état de ce type d'ustensile en métal. Donc voilà, tout est possible en fonction des finances ou des goûts du brasseur, mais on reste toujours dans le même type d'objet. Donc la dernière étape qui va nous intéresser est celle de la fermentation. Donc la transformation du sucre en alcool par l'ajout de levure, qui doit impérativement avoir lieu dans un espace clos. Donc, elle consiste, comme vous le savez, au transvasement du brassin dans des bacs qui sont nommés à Arras des refroidissoirs, comme on peut l'attester sur toujours le même document de demande de permis de construire de 1779. Donc ces refroidissoirs reçoivent également une autre appellation, puisque dans plusieurs textes du XVIIIe siècle, on parle de vaisseaux et de garets pour désigner ces refroidissoirs, donc ces cuves. Ces refroidissoirs sont également clos dans un espace particulier qui est un lieu de dépôt de la bière, hein, qui peut prendre le terme générique également de refroidissoir. Sa localisation, on a assez peu d'exemples. Hein. Donc ici, représentation textuelle, donc vraiment à côté de la brasserie. Et tandis qu'un texte du XVe siècle mentionnant la brasserie du Blanc Pigeon de la rue aux Ours mentionne le refroidissoir sous un appentis dans la cour de la brasserie, sans plus de mention.
Ce lieu apparaît toutefois souvent double, avec un petit et un grand refroidissoir. Ça, c'est précisé dans notre fameux corpus du XVIIIe siècle. Euh, on ne sait pas trop pourquoi on a cette division. Mais dans tous les cas, le petit refroidissoir semble accueillir entre 19 et 48 tonneaux et le grand entre 23 et 52. Même là, en termes de chiffres, on ne trouve pas trop d'explications à pourquoi la présence de refroidissoir. Est-ce que c'est une autre étape, euh, un nouveau transvasement du brassin pour le refroidir encore plus vite, créer un mélange? Je ne peux pas vous renseigner. Si vous avez des hypothèses, je suis bien évidemment preneur. Donc, la méthode ancestrale employée est la fermentation spontanée, dans laquelle le brassin exposé à l'air libre est ensemencé par des levures sauvages, donc, ce qui produit la fameuse lambic. Mais au cours du Moyen Âge, on a la maîtrise de la culture de la levure qui est acquise. Et se développe alors la fermentation haute, qui consiste à ajouter une levure active, la fameuse halle, à une température avoisinant les 15 à 25 degrés. Dans les deux cas, les refroidissoirs doivent être larges mais peu profonds afin que le mou redescende le plus rapidement possible à une température ambiante. Donc voilà, c'est peut-être les fameux petits refroidissoirs qui sont évoqués. À voir. Il existe également un troisième type de fermentation, hein, la basse, avec l'ajout de levure, la lager, qui s'active autour des 4 à 12 degrés. Alors, c'est breveté à partir du 19e siècle, mais on a apparemment des mentions à Munich à partir de l'année 1420. À Arras, en 1599, un inventaire après décès mentionne une cave à bière dans les Bauges, c'est-à-dire des carrières de craie présentant entre 1 et 3 niveaux constituant le sous-sol de la ville et où la température avoisinante est entre 12 et 15 degrés tout au long de l'année. Un tel lieu est également attesté dans l'abbaye Saint-Vin en 1720, mais également dans des villes proches telles que Douai, Béthune ou Lille. On peut donc se demander si la fameuse cave à la bière est une cave de garde ou une cave de fermentation basse. C'est la question aujourd'hui que je me pose devant vous, tenant compte de la mention de 1420 de la fermentation basse en Allemagne et du fait qu'on soit dans des espaces avec des températures où la levure peut devenir active. Alors, je terminerai mon propos par une troisième partie qui sera un petit peu une synthèse des modèles brassicoles qu'avec Alain Jacques nous avons pu identifier sur Arras. En nous intéressant tout d'abord au modèle civil. Modèle civil qui semble être un espace multiple. En effet, dès 1265, les premiers actes notariats rageois faisant état de brasseries en ville présentent des lieux éclatés avec des espaces partagés. Donc, ce modèle est parfaitement décrit à travers plusieurs actes plus tardifs au XIVe, XVe siècle. Ainsi, on a la fameuse brasserie du Velay, hein, qui vous a été mentionnée tout à l'heure, ici au numéro 7 et 8 de la rue aux Ours. 7, excusez-moi, avec la brasserie des Couteaux à Pointe 8, également évoquée tout à l'heure. Donc on a deux espaces de brasserie, mais avec des propriétaires différents, qui se côtoient au sein d'une même parcelle, qui sont mitoyennes, bien attestées par les descriptions textuelles des actes notariés, et qui ont un ensemble d'équipements qu'elles partagent ou non. Et ces équipements sont, quant à eux, identifiés ici, bien loin de la brasserie. Pourquoi? Parce qu'on est en cœur de ville. Vous pouvez voir, on est à proximité du petit marché, donc actuelle place des Héros, qui est la vitrine de la ville, le centre économique, politique et culturel d'Arras depuis le XIe siècle. Et on retrouve ici, hein, vraiment en bordure, la Grand Place. C'est également un lieu économique important depuis également les 10e, 11e siècles. Donc on est dans un espace occupé de longue date, avec un parcellaire dense,
qui peut expliquer cet éclatement du fait que le propriétaire de la brasserie a progressivement racheté des biens immobiliers mitoyens, au moins mitoyens par les cours et les jardins, afin d'étendre son activité, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des équipements nécessaires pour pratiquer son activité. Je vous ai évoqué tout à l'heure le cas de la rue du Collège, hein, qui renforce l'idée. Donc, rue du Collège, la fouille a eu lieu ici, donc zone diagnostiquée, donc c'est bien indiqué. Donc, la fouille a eu lieu ici, le four et le moulin ont été attestés ici. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les différents propriétaires qui se sont succédés sur cette parcelle avaient d'autres possessions dans la rue, qui sont identifiées par ces numéros. Et ces possessions sont quoi? Sont des fours. Numéro 1, numéro 7. On a tout un ensemble ici qui appartient à Jean Dupont, qui est goudalier, donc qui possède une taverne, mais également des fours, des granges. Il possède également le Blanc Rosier, qui est une autre taverne. On a des dépendances avec les campions. Donc, vous voyez que les structures peuvent être à la fois au sein de l'îlot quand des jeux d'échange ou de rachat de biens immobiliers sont possibles, ou alors sont dispersées à proximité, mais dans la même rue. Dans d'autres cas, on a des précisions, comme pour la brasserie de la Houche-Gilet, où en 1415, les dépendances de la brasserie sont éloignées, dans la même parcelle, mais éloignées, et donc le brasseur obtient de son voisin le droit de pouvoir circuler. Donc on a vraiment un accord de servitude qui est signé entre les deux parties pour que le brasseur puisse aller utiliser ses équipements qui sont un petit peu plus loin au sein de l'îlot. Donc le recours au texte, à l'iconographie et aux données archéologiques permet de combler les biais de lecture imposés par un manque de description des textes, puisque généralement les actes notariés ou alors les actes juridiques ou fiscaux mentionnent, je cite, une maison, jardin et héritage à usage de brasserie, mais sans plus de précision. Donc on n'est pas renseigné sur les différents équipements qui peuvent être présents, hormis rares cas qui vous ont été évoqués. De même du côté de l'iconographie, puisque donc ça, on est en bordure de l'abbaye Saint-Vin, hein. Donc l'abbaye Saint-Vin se développe ici. Et vraiment mitoyenne se trouve la brasserie de Menin. Donc c'est bien, on sait qu'il y a une brasserie à côté de l'abbaye qui est différente de la brasserie abbatiale, mais on n'a pas d'autres renseignements, c'est pas la disposition interne des bâtiments, on ne sait pas quel équipement peut être présent. On a par chance cette demande de permis de construire, mais qui serait due quand même à une part congrue, puisqu'on a le côté brasserie avec la cuve, les chaudières et le refroidissoir. Mais y a-t-il un grenier? Y a-t-il un moulin? Y a-t-il un puits? Y a-t-il un appentis pour entreposer le bois? Malheureusement, on n'est pas renseigné. Même chose ici sur le plan avec la brasserie de la Chevrette évoquée précédemment. En dehors de la mention d'une grange pour entreposer le bois, on n'a aucune autre indication de la composition des équipements de cette brasserie. De leur côté, les interventions archéologiques ont porté sur des espaces dont le parcellaire pré-industriel a maintes fois été fragmenté et ou remembré, empêchant d'avoir une vision globale du parcellaire ancien. Donc c'est difficile d'interpréter, surtout si on ne peut pas mettre des textes ou des représentations iconographiques en parallèle. Malgré ces biais de lecture, la mise en commun des informations laisse entrevoir la présence de plusieurs éléments structurants. Donc, on retrouve les cuves qui sont attestées à la fois par les trois types de sources, les caves, donc, qui échappent forcément à l'iconographie, les fours étant représents, le germoir que seule l'archéologie a pu permettre d'attester, le grenier, les textes et l'iconographie, le moulin, puis rivière refroidissement. Donc vous voyez qu'il faut vraiment faire dialoguer les sources entre elles pour essayer d'avoir une vision la plus complète possible. De son côté, la rue d'Amiens paraît donc retranscrire le modèle le plus
complet qu'on ait pu observer sur le territoire, bien que plusieurs incertitudes persistent. Donc ici, je vous propose un petit peu un modèle de restitution de l'évolution des différentes étapes. Donc, on vient puiser l'eau pour remplir les cuves, pour procéder au maltage, puis le germoir. On vient ensuite sur le four pour sécher, puis on se déplace, on vient broyer, on vient récupérer la mouture qu'on dépose dans les cuves à brasser et qu'on viendrait éventuellement venir faire monter ici dans la cave. Donc c'est le modèle que je vous propose, avec quand même pas mal d'incertitudes parce que en termes de mobilier archéologique, c'est extrêmement compliqué à dater précisément ce site. On reste vraiment, on a la phase 13e bien identifiée, mais après on est entre 14e et 17e siècle. Et malheureusement, c'est une fouille ancienne qui n'a pas fait l'objet de prélèvements qui auraient pu donner lieu à des études de carpologie où on aurait pu déterminer vraiment le germoire ou la cave ou d'autres espaces liés à cette activité. Donc ça, c'était le premier modèle, un civil. Euh, et un second apparaît qui est le modèle monastique. Donc il y a un espace. Mathieu? Oui, Oui, il vous reste quelques minutes pour conclure, hein. c'est parfait, je suis à la fin. Merci. Donc, le modèle monastique qui a été évoqué à plusieurs reprises depuis le début du colloque, avec le plan de Saint-Gall, hein, le plan idéalisé, mais qui montre quand même un espace partagé entre la brasserie et la boulangerie. Donc, je ne vais pas revenir en détail dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce modèle dans l'abbaye Saint-Va, où vous avez la brasserie avec sa cour, sa grande cour, sa petite cour, la présence de celliers, du moulin, de la rivière, du puits et la présence d'un four également. Donc, tout est à proximité. Donc, on s'inspire du modèle de Saint-Gall ou d'autres abbayes, hein, puisqu'on est ici dans une abbaye bénédictine, mais on reste sur un modèle qui semble être typique au moine, hein, comme on a pu le voir hier, mais où chacun adapte en fonction des possibilités à la fois spatiales, financières et des volontés des abbés. Donc, je vais conclure. Donc, au terme de cette analyse, retenons que l'étude des brasseries pré-industrielles demeure complexe et que seule une approche pluridisciplinaire par l'archéologie, les textes et l'iconographie permet de combler certaines zones d'ombre. Notons également qu'un modèle classique de brasserie arageoise s'affirme tant dans les milieux civils que religieux. Celui-ci se caractérise par la présence de plusieurs équipements, lesquels peuvent être utilisés également dans le cadre d'activités proches, boulangerie ou le fournier, hein, pour cuire de l'alimentaire. En outre, la brasserie civile médiévale a la particularité de s'imbriquer dans un tissu densément occupé, ce qui provoque l'éclatement de ces équipements entre plusieurs parcelles mitoyennes, voire éloignées, mais dans un voisinage toujours très proche. Au contraire, les données archéologiques, textuelles et iconographiques suggèrent que la brasserie civile d'époque moderne semble regrouper l'ensemble des équipements au sein d'un même espace. Doit-on y voir une recherche de rationalisation de l'activité ou alors une recherche d'optimisation de l'occupation dans une ville qui, à partir du XVIe siècle, est soumise à une crise du logement? Enfin, un voile opaque demeure posé sur plusieurs aspects de l'activité brassicole arageoise aux époques médiévales et modernes, notamment concernant la potentielle présence de zones de battage. On peut alors se demander si les céréales étaient battues en dehors de la ville pour y être amenées sous la forme de sacs de grains ou si elles étaient vraiment battues au cœur même des brasseries. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce survol très détaillé de la brasserie arageoise. On comprend pourquoi le Royaume de France a voulu récupérer cette partie au Bourguignon. Euh, on va peut-être, on a pris beaucoup de retard. On va peut-être prendre une question
parmi vous. Voilà, Florian. Florian. Bonjour, merci pour cette intervention qui m'a rappelé pas mal de souvenirs parce que je travaillais 2 ans dans le Douaisis et ça me permet de rebondir notamment sur votre intervention et celle d'un collègue de l'INRAP, Anthony Gaillard, hier, sur la question de la qualité de l'eau. Je sais que dans le Douaisis, à l'époque médiévale, nous, on a beaucoup travaillé sur une activité qui utilise beaucoup d'eau, c'est le rouissage. À l'époque médiévale, le rouissage pollue tellement l'eau de la Scarpe, de la Deule et de l'Escaut qu'il est quasiment impossible de consommer cette eau-là. Il y a même des édits qui vont passer disant qu'il faut absolument plus faire du rouissage dans ces zones-là. Et je m'interroge juste sur votre tableau, sur la présence soit d'une rivière, soit d'un puits. Alors, je sais que le Douaisis est un peu plus haut, hein, attention, hein, c'est pas les mêmes cours d'eau, mais je me demande si la présence du puits n'est pas carrément obligatoire parce que les cours d'eau, notamment dans le Douaisis, sont tellement pollués que utiliser l'eau de ces cours d'eau-là pour faire de la bière me paraît extrêmement compliqué. Mais c'est juste une hypothèse comme ça. Hein. Je n'ai pas travaillé sur le brassage dans ces régions-là. Hein. Mais le rouissage, je sais que, sur le brassage, oui. Je sais que le rouissage est tellement développé que ça pose un problème de pollution, quoi. Effectivement, on a ces problématiques liées à la salubrité de l'eau. Donc là, on n'est pas sur la Scarpe, on est vraiment sur le Crinchon. On est à quoi? Arras, à environ 5 kilomètres. Il n'y a que des villages qui sont traversés, des villages qui n'ont pas d'activité textile polluante. Et on a une disposition des étuves, des brasseries qui sont en amont de l'abbaye, tandis qu'en aval, on y met les boucheries, les teintureries, les poudreries. Donc il y a vraiment une organisation spatiale réfléchie des métiers est censée garantir une salubrité minimale de l'eau. Tout ce qui est rouissage, ça j'ai pu le voir dans le cadre de ma thèse qui portait sur l'évolution de la vie d'Amiens à travers ses faubourgs. Il y a vraiment un rejet dans les faubourgs, voire même dans la banlieue, une fois que les faubourgs sont fortement urbanisés à partir du XVe siècle. On a un rejet des activités les plus polluantes le plus loin possible, avec des interdictions renouvelées annuellement et des amendes très fortes, plus de 60 sous, donc difficilement payables pour les petits artisans. Donc on fait vraiment en sorte d'avoir cette qualité d'eau. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais également les rejets des ordures à la fois dans l'eau, mais sur la chaussée. On interdit les rejets sur la chaussée et surtout de balayer ces rejets par temps de pluie pour éviter d'en faire des monts qui seraient emportés directement dans les caniveaux vers la rivière. Donc il y a cet aspect-là. Donc effectivement, le puits, on est censé avoir une eau plus pure, mais là, dans le cas de l'abbaye, vous êtes en zone humide. Ça ne garantit pas non plus la pureté de l'eau. On vient de faire une opération en fin d'année dernière juste en face de l'ancienne abbaye médiévale. La qualité de l'eau est vraiment très très moindre, même à 7 mètres de profondeur. Donc c'est des questions auxquelles il faut réfléchir. Donc je suis vraiment hypothétique, hein, à la fois l'eau courante, l'eau du puits, en reprenant les textes hein, qui recommandent soit l'un, soit l'autre, soit les deux en fonction des étapes. Donc, je suis vraiment pas catégorique. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention et puis je pense on peut clôturer ici la matinée. Voilà. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.